Divorce entre la MINUSMA et le Mali après 10 ans. La force onusienne a 6 mois pour quitter le territoire national. C'est ce que dit la résolution 2690 de l'ONU prise hier lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous aurez le décryptage de Garibou Pérou dès l'entame de cette édition. La ville de Bamako, surnommée jadis Bamako, la coquette, du fait de sa propriété aujourd'hui prise d'assaut par les ordures. Il suffit de faire un tour en ville pour se rendre compte du spectacle désolant. Des ordures de tout genre cumulent ça et là, surtout après la fête de Tabaski. C'est le grand format de cette édition. Merci de votre constante fidélité à la première. Bonjour et bienvenue à tous. Après 10 ans, le Mali rompt avec la MINUSMA. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont voté hier la résolution 2690 qui confirme le retrait de la force onusienne. C'était en présence de Issa Kanfourou, ambassadeur représentant permanent du Mali. Alors, le retrait de la MINUSMA démarre à partir d'aujourd'hui, 1er juillet 2023, et prendra fin le 31 décembre prochain. Cette requête du peuple malien et de son gouvernement a été portée le 16 juin dernier par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Suivons le décryptage de Garibou Pérou. Sans résultat tangible après 10 ans de présence à la demande du Mali, les Nations Unies mettent un terme à la mission des casques bleus. L'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies porte la voix du Mali et débloque les leviers de vitesse de retrait. Le gouvernement du Mali note qu'au terme de la résolution adoptée aujourd'hui, le processus de retrait de la MINUSMA commencera dès le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la République du Mali tient et veillera au respect des engagements pris à cet égard. Pays hôte de la MINUSMA, gouvernement responsable, les autorités maliennes se disent prêtes pour la mise en œuvre diligente de cette résolution. Elles prendront toutes les mesures pour éviter un éventuel vide sécuritaire. Le Mali, conformément à sa responsabilité de pays hôte, poursuivra les mesures prises en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel, des locaux, installations et biens de la MINUSMA jusqu'au départ à date convenue de la mission. Par ailleurs, je tiens à rassurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, le gouvernement regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, en dépit des résultats tangibles enregistrés, d'une part sur le terrain par les forces armées maliennes, notamment grâce au renforcement des capacités et à l'équipement de l'outil de défense, et d'autre part, concernant le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, cher à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et comme vous le savez, l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum constitutionnel s'inscrit dans cette dynamique. Le gouvernement du Mali s'engage également à poursuivre de manière efficiente et diligente la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, en collaboration avec les mouvements signataires qui le souhaitent, en vue d'une paix, d'une réconciliation nationale et d'une stabilité durable dans notre pays et pour les bénéfices des populations maliennes. Après avoir échoué sur le plan sécuritaire, les quelques 12 000 soldats et policiers sont en fin de mission au Mali. Toutefois, le gouvernement et le peuple malien reconnaissent la contribution de la MINUSMA dans les actions sociales et humanitaires. Ils rendent hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise. La République du Mali reste disposée à coopérer avec tout le monde dans le respect des principes qui guident désormais l'action publique du Mali, rassure l'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Après que la résolution 2690 a été prise hier, nous avons reçu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop nous donne d'autres informations sur le plateau de 20h sur ORTM1 avec Ibrahima Traoré. C'est en fait l'aboutissement d'une demande de beaucoup de Maliens qui a été portée avec beaucoup de courage par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition,
qui a tiré les conséquences de la présence d'une mission qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens, notamment en matière de sécurité. Mais pire, ces derniers temps, nous avons vu que la mission a commencé à constituer une entrave pour nos efforts et elle a été instrumentalisée pour pouvoir porter atteinte à l'unité, à la cohésion sociale et même à la stabilité de notre pays. Nous en avons tiré les conséquences. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous voyons que les attentes essentielles du gouvernement du Mali ont été prises en compte et le Conseil, de façon collective, a voté à l'unanimité la résolution 2690 qui met un terme au mandat de la MINUSMA, mais aussi qui demande que, à compter du 1er juillet déjà, le processus de cessation des activités de transfert et de retrait soit effectif dans la période du 1er juillet au 31 décembre. Monsieur le ministre, beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes au Mali et à l'étranger sur ce retrait de la MINUSMA. Quelle assurance le gouvernement peut-il donner d'abord au plan sécuritaire pour assurer la sécurité sur l'étendue du territoire national? Je comprends les inquiétudes qui se manifestent chaque fois qu'il y a des changements. Effectivement, il y a des inquiétudes, mais ce n'est pas une décision hâtive. C'est une décision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se prendre en charge. Et vous avez vu qu'on ne s'est pas levé un matin pour demander le départ de la MINUSMA. Depuis plus de 18 mois, l'État a changé le paradigme sécuritaire du Mali en se focalisant sur le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, en mettant une nouvelle stratégie en place, en mettant en place aussi des opérations d'envergure. Donc il y a eu des efforts, il y a eu des résultats, et c'est ce qui nous fonde aujourd'hui de penser que nous sommes en mesure aujourd'hui de combler tout vide éventuel qui pourrait se créer, mais nos opérationnels sont prêts pour pouvoir faire ce travail. Mais déjà sur le terrain, nous sommes déjà à l'offensive. Dans beaucoup d'endroits, il y a eu des résultats. Ça ne sera certainement pas facile. Mais je pense qu'il est important de se situer dans une perspective de long terme en comprenant que la sécurité du Mali sera désormais entre les mains des Maliens, même si nous n'excluons pas de continuer à travailler avec d'autres parce que la menace à laquelle nous faisons face est une menace transnationale et nous restons aussi conscients du fait que ça ne sera pas la réponse militaire uniquement qui permettra de régler les défis auxquels nous faisons face, mais sans le militaire, je pense qu'on ne sera même pas autour de la table. Le message, j'en aurais deux si vous me permettez. D'abord, c'est un message de reconnaissance et de gratitude du Mali à l'endroit de tous les pays contributeurs de troupes et de personnel de police à la mission, surtout pour les casques bleus qui ont perdu la vie au Mali. Pour pouvoir contribuer à résorber cette crise, particulièrement les casques bleus africains. Plus de 95% des personnes décédées, malheureusement, viennent de ces pays africains. Leur dire que nous sommes conscients des sacrifices qui ont été faits. Nous sommes aussi conscients qu'ils sont venus en toute bonne foi pour aider le Mali. Malheureusement, le véhicule dans lequel ils étaient pour nous aider n'était probablement pas le bon. Donc, mais nous reconnaissons cela et je pense que ça c'est important. Nous saluons aussi les Nations Unies, le Conseil de sécurité et tous les pays qui nous ont accompagnés. Et je voudrais en particulier saluer un certain nombre de pays partenaires qui ont apporté un soutien constant au Mali, particulièrement au niveau des Nations Unies, pour nous aider même dans le cadre de ces négociations. Le deuxième message, c'est d'abord de rappeler à nos compatriotes l'attachement de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, à ce que notre pays, fidèle à ses valeurs ancestrales, puisse rester un pays d'hospitalité, un pays ouvert. Nous avons eu un différend avec l'organisation, mais les personnes qui sont venues nous aider, nous devons continuer à les traiter dans le cadre de notre tradition de Djatigia. Voilà, ce soir, vous aurez d'autres aspects sur le départ de la MINUSMA dans la grande édition de 20h avec Ibrahima Traoré. L'EID, espace d'interpellation démocratique, la 27e édition se prépare activement. Elle a eu lieu le 10 décembre de chaque année, une véritable tribune démocratique qui crée le contact direct entre gouvernants et gouvernés. Le médiateur de la République, dans un message, fixe les règles de jeu de l'édition 2020
2023, notamment les modalités de saisine de cette autorité indépendante. Suivons. L'espace d'interpellation démocratique a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme en République du Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. L'EID vise essentiellement à renforcer de façon pédagogique l'ancrage de la culture démocratique et la transparence dans la gestion des affaires publiques, à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu. Cette manifestation de la protection des droits de l'homme s'exerce par la saisine de l'EID pour les motifs suivants: les actes attentatoires aux droits de la personne humaine, les cas d'injustice tels que les inégalités, les actes discriminatoires, les dysfonctionnements de l'administration, le non-respect de la légalité, la violation des principes de justice et d'équité, la violation du principe de bonne gouvernance. Des sachets plastiques, des excréments, des sacs déchirés, du bois, des résidus, des eaux usées. Bref, la ville de Bamako est très sale. Pourtant, il y a quelques années, on l'a surnommée Bamako la coquette. Il suffit de faire un tour en ville pour se rendre compte du spectacle désolant, surtout après cette fête de Tabaski. Une situation qui nous interpelle tous car nous pourrons être face à la pollution de l'environnement et de plusieurs pathologies dont les maladies respiratoires. L'insalubrité de la ville de Bamako, c'est le grand format de ce trésor. Il est réalisé par Ardjou Matina et Mohamed Sidibé. Quand la capitale croule sous les ordures, considérée comme la vitrine du Mali, la ville de Bamako reste toujours confrontée au problème d'insalubrité. Presque la plupart des quartiers de la capitale, surtout après la fête de Tabaski, n'offrent pas un visage reluisant en matière de propreté. Les principales artères, les rues de la ville, ainsi que plusieurs autres endroits sont encombrés de tas d'ordures, des débris, des sachets, des pneus, des bouteilles, d'objets en plastique usés sont visibles un peu partout. Bamako est sale, très sale. Un tour dans la ville suffit pour constater la désolation qu'inflige les tas d'ordures qui détériorent le cadre de vie des populations. Certaines voies principales de la capitale sont devenues des dépotoirs. La capitale doit être propre car elle est la vitrine du pays. La propreté renforce la santé. Quant à l'insalubrité, elle est source de beaucoup de pathologies. Ici est devenu un dépotoir depuis quelque temps à cause du comportement des personnes qui occupent les lieux. C'est vraiment contraignant cette situation d'insalubrité. C'est sale vraiment. Surtout ici les Araïda, c'est plus que les autres quartiers là. Parce que les gens n'entendent pas ce qu'on leur conseille. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Les tas d'ordures de tout genre qui cohabitent avec les citoyens, surtout en cette période pluvieuse, sont emportés par des eaux d'écoulement qui débordent par endroits, les caniveaux rendant les routes peu praticables. Devenu un véritable casse-tête, l'insalubrité de la ville de Bamako engage la responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi et surtout la population qui salit les lieux, qui doit changer de comportement. Il revient à tout le monde de jouer son rôle pour trouver une solution à ces fléaux. Il faut que la population aussi n'ait qu'à savoir comment jeter leurs ordures. Il faut que chacun n'a qu'à faire vraiment son devoir pour que la ville puisse être propre. Et le gouvernement aussi faire son travail. Parce que sans quelqu'un qui surveille ici là, c'est pas possible. L'insalubrité de la capitale n'est pas une bonne image. Moi, j'ai été dans certains pays, j'ai vu que leur capitale était propre. Il faut vraiment des stratégies pour transporter les ordures vers les dépôts de transit.
Il faut que chacun s'implique. Mais il faut que les autorités trouvent une solution au problème d'évacuation des ordures, car nous rencontrons des difficultés faute de lieu de transit. De nouvelles stratégies et la mise à disposition de moyens de collecte des déchets, la pleine implication des autorités et un réel changement de comportement des citoyens sont plus que jamais nécessaires pour tracer la voie vers le salut en matière d'assainissement dans notre pays. Effectivement, Arjuna Tina. Pourtant, nous pouvons gérer cette situation parce que nos déchets ont de la valeur, on peut les recycler. Le recyclage du plastique, des papiers et des métaux permet de récupérer ces matières qui resserviront à la fabrication d'autres objets. C'est ce que Amidou Koumaré, un jeune sculpteur, fait. Et d'ailleurs, Bamako Art Gallery a abrité son exposition solo intitulée Tempo. Et dans cette exposition, l'artiste présente une série de sculptures composées d'assemblage de métaux de récupération. Pour plus de précision, écoutons Amidou Koumaré, artiste sculpteur, au micro de Souleymane Sidibé. Ce soir, l'exposition, c'est uniquement sur la sculpture. Okay? C'est la sculpture qui soit ambientale, soit murale. Okay? Les murales sont l'abstrait et les ronde-bosses sont avec les mouvements. Okay? Vous savez, un artiste, c'est comme une femme qui est enceinte. Si elle accouche, il faut qu'elle baptise l'enfant. Okay? J'ai baptisé ce soir, l'exposition de ce soir, le tempo. On a donné comme nom le tempo. Vous savez, le message que j'ai véhiculé, c'est de vivre ensemble, la cohésion. Okay? Parce que ce que j'ai fait, c'est l'assemblage des métaux. J'ai fait l'assemblage des métaux, de différents types de métaux. Okay? Il y a le tolfé, il y a les clous, avec les fils d'attache. C'est les trois. C'est comme les triangles. Okay? Voilà pourquoi j'aime tellement les triangles. Le tempo, c'est comme les bâtiments de cœur. Okay? C'est comme les bâtiments de cœur. Souvent, c'est lent, souvent, c'est rapide. Tu vois? Donc, ce n'est pas le temps réel. L'horloge nous donne du temps. Ça, c'est une programmation. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, Inch'Allah.